Bonjour et bienvenue pour cette 10e lecture du recueil de nouvelles débutants de Raymond Carver. La nouvelle d'aujourd'hui s'intitule « Neuneu ». Mon père est resté très nerveux et désagréable longtemps après la mort de Neuneu, et je crois d'ailleurs qu'elle marqua en quelque sorte la fin d'une période bénie de sa vie, car sa santé ne tarda guère à décliner. D'abord Neuneu, ensuite Pearl Harbor, et enfin le déménagement à la ferme de mon grand-père, près de Wintachee, où mon père finit ses jours en prenant soin d'une dizaine de pommiers et de 5 têtes de bétail. Pour moi, la mort de Neuneu marqua la fin d'une enfance extraordinairement prolongée, et m'expédia, bon gré, mal gré, dans le monde des adultes, où mort et défaite relèvent plus de l'ordre naturel des choses. Mon père commença par en accuser une femme, l'épouse de Neuneu, puis il dit que non, que c'était le poisson. Sans le poisson, ça ne serait pas arrivé. Je sais qu'il en éprouvait une certaine culpabilité parce que c'était lui qui avait fait voir à Neuneu, dans les petites annonces classées de Field and Stream, l'offre de perches arc-en-ciel vivantes livrées sur tout le territoire des États-Unis. Elle y paraît peut-être encore que je sache. C'était au travail un après-midi et papa avait demandé à Neuneu pourquoi il ne commanderait pas quelques perches pour ensemencer l'étang qu'il avait derrière sa maison. Neuneu s'humecta les lèvres, racontait papa, et étudia longtemps l'annonce avant de la recopier laborieusement au dos d'un emballage de friandises qu'il fourra dans la poche de devant de sa salopette. Ce fut par la suite, quand il eut reçu les poissons, que son comportement devint bizarre. Ils transformèrent l'ensemble de sa personnalité, prétendait papa. J'ai jamais su son vrai nom, et si quelqu'un le connaissait, jamais je n'entendis personne le prononcer. C'était Neuneu à l'époque, et c'est Neuneu que je me rappelle aujourd'hui. Un petit homme ridé allant sur la soixantaine, chauve, jambes et bras courteaux mais fort musclés. S'il souriait, ce qui était rare, ses lèvres se retroussaient sur des dents jaunes et ébréchées, ce qui lui conférait une expression déplaisante, presque matoise, une expression que je me rappelle encore très clairement alors que 25 ans se sont écoulés. Ses petits yeux larmoyants observaient toujours vos lèvres quand vous parliez, encore que parfois il les promenait familièrement sur votre visage ou sur votre corps. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il ne fut jamais vraiment sourd. Du moins pas aussi sourd qu'il le faisait paraître. Mais c'est sans importance. En tout cas, il était muet, c'est tout à fait sûr. Il travaillait dans la même scierie que mon père, la Cascade Lumber Company de Yakima, État de Washington, et c'étaient les travailleurs de cette entreprise qu'il avait surnommé Neuneu. Il y travaillait depuis le début des années 20, 1920. Il y était préposé au nettoyage quand je l'ai connu, mais je crois qu'à un moment ou un autre, il y avait exercé toute la gamme des fonctions de manœuvre à travers l'établissement. Coiffé d'un feutre maculé de graisse, il portait une chemise de travail kaki et un léger blouson de jean par-dessus une salopette aux poches gonflées. Dans celle de devant, en haut, il avait presque toujours 2 ou 3 rouleaux de papier hygiénique, l'une de ses tâches étant de nettoyer et de regarnir les toilettes des ouvriers. Or, ceux qui étaient de nuit avaient l'habitude d'en emporter un rouleau ou deux dans leur musette en quittant leur service. Il avait toujours sur lui une lampe torche, alors qu'il travaillait dans la journée, ainsi que des clés anglaises, des pinces, des tournevis, du Chatterton, tout l'attirail que les mécaniciens et les préposés à l'entretien ont sur eux. Quelques-uns des travailleurs les plus récemment embauchés, comme Ted Slade ou Johnny Waite, le taquinaient souvent, et plutôt cruellement, à la cantine, où on lui racontait des blagues cochonnes pour voir comment il réagirait, parce qu'il savait que Neuneu n'aimait pas les blagues cochonnes. Et Carl Lowe, le sieur, lui chipait de temps en temps son chapeau au passage, en se penchant au-dessus de la plateforme, mais Neuneu s'en accommodait apparemment, sans sourciller, comme s'il s'attendait à ce qu'on le taquine, et s'y était habitué. Un jour toutefois, apportant à midi le déjeuner de mon père, je vis 4 ou 5 travailleurs qui entouraient Neuneu à l'une des tables dans un coin. L'un d'entre eux était en train de faire un dessin et, souriant de toutes ses dents, tentait de lui expliquer quelque chose en indiquant tel détail sur le papier de la pointe de son crayon. Neuneu fronçait les sourcils, sa nuque s'empourpra tandis que j'observais la scène. Il recula soudain et abattit son poing sur la table. Après quelques instants d'un silence ébahi, il eut un éclair de rire général. Mon père n'approuvait pas ces plaisanteries. Il ne se moqua jamais de Neuneu à ma connaissance. C'était un gros costaud, large d'épaules, il avait les cheveux en brosse, un double menton et une brioche dont il était faraud et qu'il montrait complaisamment chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il avait le rire facile, comme d'ailleurs la colère, selon les circonstances. Neuneu passait souvent le voir sur son lieu de travail dans la salle d'affûtage. Assis sur un tabouret, il le regardait appliquer les grosses meules à la lame d'essie, et si mon père n'était pas trop occupé, il parlait à Neuneu en travaillant. Apparemment, Neuneu aimait bien mon père, et mon père l'aimait bien, j'en suis certain. À sa façon, mon père était probablement le meilleur des amis que Neuneu pouvait avoir.
Neuneu habitait une petite maison couverte de papier goudronné près de la rivière à 8 ou 10 kilomètres de la ville. À quelques centaines de mètres derrière la maison et à l'extrémité d'un pré s'ouvrait une grande gravière que l'État avait exploitée bien des années auparavant quand on procédait au revêtement des routes de la région. 3 trous de belle taille avaient ainsi été creusés qui s'étaient peu à peu emplis d'eau. Pour finir, les 3 étangs distincts en avaient formé un seul vraiment vaste, dominé d'un côté par un gros entassement de cailloux et flanqué de l'autre de 2 tas plus petits. L'eau était profonde et glauque, plutôt claire en surface mais trouble et ténébreuse vers le fond. Neuneu était marié à une femme plus jeune que lui de 15 ou 20 ans qui avait la réputation d'aller avec les Mexicains. Mon père dit d'ailleurs par la suite que les médisants à la Syrie contribuèrent à mettre Neuneu dans tous ses états, vers la fin, en lui racontant des choses sur son épouse. C'était une petite femme, corpulente, aux yeux luisants et soupçonneux. Je ne l'ai jamais vue que 2 fois. La première, quand elle vint à la fenêtre un jour que mon père et moi passions prendre Neuneu chez lui pour aller à la pêche, et la seconde, quand Pete Jensen et moi nous arrêtâmes là-bas à bicyclette pour demander un verre d'eau. Ce ne fut pas seulement parce qu'elle nous dit d'attendre sur la galerie en plein soleil sans nous inviter à entrer qu'elle nous parut distante et inamicale. Ce fut pour une part la façon qu'elle eut de dire « Qu'est-ce que vous voulez ?» quand elle ouvrit la porte, avant que nous ayons pu prononcer une parole, pour une part son expression renfrognée, et pour une autre encore la maison elle-même, j'imagine, l'odeur de moisissure sèche qui en émanait par la porte ouverte et me rappela la cave de ma tante Mary. Elle était rudement différente de toutes les adultes que j'avais rencontrées. Je la dévisageai une minute avant de pouvoir dire un mot. « Je suis le fils de Del Fraser, il travaille avec votre mari. On fait du vélo et on s'est dit qu'on allait s'arrêter pour vous demander à boire. »« Une petite minute, dit-elle, attendez là. » Pete et moi échangeâmes un regard. Elle revint avec un petit quart en fer blanc rempli d'eau dans chaque main. Je vidai le mien d'un trait, puis passai ma langue sur le rebord frais. Elle ne nous en proposa pas d'autre. Je dis merci en lui rendant le quart et en faisant claquer mes lèvres. « Merci beaucoup, dit Pete. » Elle nous observa sans rien dire. Puis comme nous commencions à réenfourcher nos vélos, elle vint jusqu'au bord de la galerie. « Si vous aviez une auto, les gamins, là, j'aurais pu vous demander de m'emmener en ville. » Elle sourit. Ses dents parurent d'un blanc étincelant et trop grandes pour sa bouche, de là où j'étais. C'était pire que de l'avoir renfrognée. Je fis tourner les poignées du guidon d'avant en arrière, sans la quitter des yeux, gêné. « Allons-y, me dit Pete. Jerry nous filera peut-être un soda si son père n'est pas là. » Il s'éloigna sur son vélo et se retourna quelques secondes plus tard vers la femme sur sa galerie qui souriait toujours de sa petite plaisanterie. « Je vous emmènerai pas en ville, même si j'avais une auto !» cria-t-il. Je me hâtais de pédaler à sa suite sur la route sans regarder en arrière. Il n'y avait pas beaucoup de coins où on pouvait pêcher la perche dans notre région de l'État de Washington. C'était surtout des truites arc-en-ciel, quelques truites bleues et quelques d'olive ardennes dans certains torrents de montagne et les grises du Blue Lake ou de Lake Rimbock. C'était à peu près tout, à l'exception de la montation des truites de mer et des saumons dans plusieurs rivières d'eau vive vers la fin de l'automne. Mais pour un pêcheur, il y avait largement de quoi s'occuper. Personne de ma connaissance ne pêchait la perche. Et bien des gens, au contraire, n'en avaient jamais vu en vrai, seulement des images par-ci par-là dans des magazines spécialisés. Mon père, lui, il en avait vu pendant son enfance, en Arkansas et en Géorgie. Chez nous, comme il disait toujours, en parlant du Sud. Ce qui lui plaisait désormais, c'était la pêche elle-même. Et il n'était pas très regardant sur ce qu'il prenait. Je ne crois pas qu'il tenait particulièrement à prendre quoi que ce soit. Il aimait l'idée de passer la journée entière au grand air, de manger des sandwichs en buvant de la bière avec des amis sur un bateau, ou encore d'arpenter seul la berge d'une rivière en ayant le temps de méditer quand l'envie lui en prenait tel ou tel jour. La truite donc, toutes les espèces de truites, saumon, truite argentée en automne et coraison en hiver dans la Columbia, papa pêchait n'importe quoi ou à n'importe quel moment de l'année et avec plaisir. Mais je crois qu'il fut particulièrement content que Neuneu ensemence son étang de perches arc-en-ciel, car il supposait qu'à l'évidence, quand les perches seraient assez grandes, il pourrait les pêcher aussi souvent qu'il voudrait, Neuneu étant son ami. Ses yeux brillaient quand il m'apprit un soir que Neuneu avait écrit pour commander une livraison de perches arc-en-ciel. « Un étang privé pour nous tout seuls, dit mon père. Attends d'avoir ferré une perche, Jacques. Tu ne voudras plus jamais pêcher la truite. » 3 ou 4 semaines plus tard, le poisson arriva. J'étais allé en ville à la piscine cet après-midi et mon père me mit au courant plus tard. Il venait de rentrer du travail et de se changer quand Neuneu rangea sa camionnette dans notre allée. Les mains tremblantes, il montra à mon père l'avis de réception qu'il avait trouvé chez lui, annonçant que 3 réservoirs de poissons vivants, expédiés de Bâton Rouge en Louisiane, l'attendaient au centre des colis postaux. Mon père en fut tout surexcité lui aussi et partit sur le champ avec Neuneu dans la camionnette de ce dernier. Les réservoirs, des barils à vrai dire,
étaient enfermées dans des caisses qui sentaient bon le pain des lattes neuves dont elles étaient faites et dont les grandes ouvertures rectangulaires avaient été découpées sur les côtés et sur le dessus. Elles attendaient dans l'ombre au fond de la consigne à la gare, et mon père et Neuneu durent s'y mettre à deux pour les hisser à l'arrière de la camionnette. Neuneu conduisit très prudemment en retraversant la ville et jamais au-dessus de 40 à l'heure pendant tout le trajet du retour. Il passa devant sa maison sans s'arrêter et roula jusqu'à une quinzaine de mètres de l'étang. Il faisait presque nuit et ses phares étaient allumés. Il avait un marteau et un démonte-pneus sous son siège. Il les y prit, pensant avant de sauter à bas de la camionnette, sitôt arrêté. Ils transportèrent les 3 barils jusqu'au bord de l'eau avant que Neuneu n'entreprenne d'ouvrir la première caisse. Il travaillait à la lumière de ses phares et se flanqua un coup de la pointe du marteau sur le pouce. Du sang jaillit en abondance et coula sur les lattes blanches, mais il n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Quand il eut arraché les planches de la première caisse, il vit qu'à l'intérieur, le baril était recouvert d'une grosse toile de jute et d'une espèce de natte de rotin. Son couvercle était une planche épaisse, percée d'une dizaine de trous de la taille d'une pièce de monnaie. Ils le soulevèrent et s'approchèrent tous deux pour se pencher sur le baril, tandis que Neuneu dégainait sa lampe torche. À l'intérieur, les silhouettes sombres d'une multitude de petites perches agitaient leurs nageoires dans l'eau. Le faisceau de lumière ne les dérangea pas. Elles continuèrent à nager en rond, imperturbablement, sans but apparent. Neuneu promena sa lampe autour du baril pendant quelques minutes, avant de l'éteindre et de la remettre dans sa poche. Soulevant le baril, avec un grognement, il se dirigea vers l'eau. « Attends un peu, Neuneu, je vais t'aider » lui lança mon père. Neuneu posa le réservoir au bord de l'eau, en retira de nouveau le couvercle et en versa lentement le contenu dans l'étang. Il prit sa lampe et la braqua sur l'eau. Mon père s'approcha, mais il n'y avait rien à voir. Les alevins s'étaient dispersés. Le coassement rauque des grenouilles retentissait de toutes parts, et dans le ciel noir, les engoulevents virevoltaient en chassant les insectes. « Je vais m'occuper de l'autre caisse, dit mon père, tendant la main comme pour prendre le marteau dans la salopette de Neuneu. Ce dernier recula en secouant la tête. Il défit lui-même les 2 caisses, laissant des taches de sang brune sur les lattes, s'arrêtant chaque fois le temps qu'il fallait pour diriger le faisceau de sa lampe à travers l'eau claire sur le grouillement sombre des petites perches qui nageaient lentement d'un côté à l'autre. Pendant toute cette opération, il respirait fort, la bouche ouverte, et quand il eut fini, il rassembla les lattes, la toile de jute et les barils et jeta le tout à grand bruit à l'arrière de la camionnette. À partir de ce soir-là, mon père l'affirmait, Neuneu devint quelqu'un d'autre. Le changement ne se produisit pas d'un seul coup, bien sûr, mais après ce soir-là, petit à petit, vraiment petit à petit, Neuneu se rapprocha de l'abîme. Son pouce était enflé et saignait encore un peu, et ses yeux semblaient exorbités et vitreux à la lueur du tableau de bord de sa camionnette quand il retraversa son pré avec force chaos et reprit la route pour accompagner mon père à la maison. Cela se passa l'été de mes 12 ans. Neuneu ne laissa plus personne accéder à son étang, après que mon père et moi eûmes essayé d'y pêcher un après-midi 2 ans plus tard. Dans le cours de ces 2 années, il avait enclos tout le pré qui s'étendait derrière lui, puis enclos l'étang lui-même de barbelés électrifiés. Il lui en coûta plus de 500 $ pour le seul matériel, ainsi que mon père, écœuré, l'a pris à ma mère. Mon père ne voulut plus rien avoir à faire avec Neuneu à la suite de l'après-midi. Nous étions allés là-bas vers la fin de juillet. Il avait même cessé de lui adresser la parole, alors qu'il n'était vraiment pas du genre à snober qui que ce soit. Un soir, juste avant l'automne, comme mon père travaillait tard et que je lui apportais son dîner, une assiette chaude recouverte de papier d'aluminium et un bocal bien fermé de thé glacé, je le trouvais devant la fenêtre en conversation avec Sid Glover de l'entretien. Avec un rire bref et méchant, qui ne lui était pas naturel, à l'instant même où j'entrais, il dit « On croirait que c'est avec ces poissons que cet idiot est marié, à le voir agir comme ça. Tout ce que je me demande, c'est quand les blouses blanches viendront le chercher. À ce qu'on raconte d'Icide, sa clôture, il ferait mieux de la mettre autour de sa maison, ou plutôt de sa chambre, pour être précis. » Mon père jeta alors un regard circulaire et, m'apercevant, souleva légèrement les sourcils. Il regarda de nouveau Sid. « Mais je t'ai raconté comment il se comportait, hein, la fois où Jack et moi on est allés chez lui. » Sid fit oui de la tête, et mon père se frotta pensivement le menton, puis cracha dans la sûre par la fenêtre ouverte, avant de se tourner vers moi pour m'accueillir. 1 mois plus tôt, il était enfin parvenu à convaincre Neuneu de nous autoriser, tous les 2, à pêcher dans l'étang. Contraindre serait un mot plus juste, car il avait dit qu'il était tout simplement décidé à ne plus accepter aucune excuse. Il racontait avoir vu Neuneu se raidir devant son insistance ce jour-là, mais que, continuant de parler de plus en plus vite, il l'avait baratiné en prétendant plaisamment qu'éliminer les plus faibles serait un service à rendre aux autres perches, et ainsi de suite. Neuneu s'était contenté de l'écouter en se tiraillant le lobe de l'oreille, les yeux baissés sur le plancher.
Mon père avait fini par dire que nous le verrions le lendemain après-midi. C'était entendu juste après le travail. Neuneu avait tourné les talons pour s'en aller. J'étais surexcité. Mon père m'avait déjà raconté que le poisson s'était follement multiplié et que ce serait comme lancer sa ligne dans une écloserie. Nous restâmes attablés à la cuisine ce soir-là, longtemps après que ma mère fût montée se coucher, à bavarder en grignotant et en écoutant la radio. Le lendemain après-midi, quand mon père se rangea dans notre allée, je l'attendais déjà sur la pelouse. J'avais sorti de leur boîte la demi-douzaine de ces vieux leurres pour perche et testais la pointe des triples hameçons du bout de l'index. « T'es prêt ?» me lança-t-il en sautant de la voiture. « Je file aux toilettes, charge le matériel. Tu peux conduire si tu veux. »« Et comment ?» répondis-je. Tout cela commençait bien. J'avais tout posé sur la banquette arrière et me dirigeais vers la maison quand mon père en sortit, coiffé de son chapeau de pêche en toile et mangeant un morceau de gâteau au chocolat qu'il tenait à deux mains. « Monte, monte !» dit-il entre deux bouchées. « T'es prêt ?» Je m'installai sur le siège conducteur pendant qu'il contournait la voiture. Ma mère nous regardait. C'était une blonde, au teint clair, à la mine sévère, qui portait ses cheveux en un chignon derrière la tête attachés par une pince ornée de strass. Mon père lui adressa un signe. J'ôtai le frein à main et sortis lentement en marche arrière sur la chaussée. Elle nous regarda jusqu'à ce que je passe la marche avant et nous fit signe à son tour, ne souriant toujours pas. Je répondis et mon père en fit autant. Il avait fini son gâteau et s'essuya les mains sur son pantalon en disant « C'est parti !» C'était un bel après-midi. Nous avons baissé toutes les fenêtres du break Ford 1940 et de l'air frais soufflait à travers la voiture. Les fils du téléphone le long de la route bourdonnaient et une fois que nous eûmes franchi le pont de Moxie et viré vers l'ouest sur Slater Road, un gros faisan et deux poules faisanes qui voletaient bas traversèrent la route juste devant nous pour se poser dans un champ de luzerne. « T'as vu ça ?» dit mon père. « Va falloir qu'on vienne cet automne. Harland Winter a acheté une baraque quelque part par ici. Je ne sais pas exactement où, mais il a dit qu'il nous autoriserait à chasser après l'ouverture. » De part et d'autre de la route ondulait la luzerne verte, avec de temps à autre une maison ou une ferme avec grange et étable et du bétail derrière les barrières. Plus loin vers l'ouest, un immense champ de blé jaune-brun avec encore au-delà un bosquet de bouleaux blancs au bord de la rivière. De rares nuages blancs traversaient le ciel. « C'est vraiment épatant, hein, papa ? Non, parce que, je sais pas, mais on dirait que tout ce qu'on fait, c'est rien que ce qu'on aime, non ?» Mon père avait croisé les jambes. Il tapait de la pointe du pied sur le plancher de la voiture. Il sortit le bras par la fenêtre et l'abandonna au vent. « Bien sûr, absolument tout. » Puis après quelques instants, il ajouta « Tu peux le dire que c'est ce qu'on aime. C'est tellement bon d'être vivant. » Quelques minutes plus tard, je me rangeais devant chez Neuneu, qui sortit de la maison coiffé de son chapeau. Sa femme regardait par la fenêtre. « T'as sorti la poêle, Neuneu ?» lui lança mon père, quand il descendit les marches de la galerie. « Filet de perche et pommes sautées. » Neuneu nous rejoignit à côté de la voiture. « C'est la journée idéale, poursuivit mon père. Où est ta gaule? Tu vas pas pêcher ?» Neuneu secoua vigoureusement la tête. « Non. » Il fit passer son poing d'une de ses jambes arquées à l'autre et regarda le sol, puis nous. Sa langue était posée sur sa lèvre inférieure et il se mit à creuser la terre du bout du pied droit. Je pris le panier d'osier en bandoulière et sentis immédiatement les yeux de Neuneu sur moi, m'observant tandis que je donnais sa canne à mon père et prenais la mienne. « On est prêt, mon père ?»« Neuneu, t'es prêt ?» Ce dernier ôta son chapeau et, du même geste, essuya du poignet son crâne chauve. Il tourna brusquement les talons et nous lui embûtâmes le pas jusqu'à la clôture, à une centaine de mètres derrière chez lui. Mon père me fit un clin d'œil. Nous traversâmes lentement la prairie spongieuse. Une odeur fraîche et délicate flottait dans l'air. Tous les 5 ou 6 mètres, des bécasses s'envolaient des touffes d'herbe au creux de vieux sillons, et une fois une canne colvert surgit d'une flaque d'eau minuscule, presque invisible, et partit à tire-d'aile avec des coins-coins sonores. « Elle doit nicher là, dit mon père. » Un peu plus loin, il se mit à siffler, mais cessa rapidement. À l'extrémité du champ, le sol descendait en pente douce et devenait sec et rocheux avec de rares touffes d'orties et de chênes verts rabougris çà et là. Devant nous, à travers un rideau de grands saules, on apercevait le premier tas de cailloux, haut de 15 à 20 mètres. Nous coupâmes par la droite, suivant une série de vieilles traces de pneus, dans un champ de forbes qui nous montait jusqu'à la taille. L'écosse sèche au sommet des tiges bruissait sur notre passage. Neuneu allait devant, je suivais à 2 ou 3 pas et mon père fermait la marche. Soudain, je vis le miroitement de l'eau par-dessus l'épaule de Neuneu et mon cœur bondit. « Voilà, on arrive !» m'écriai-je. « On arrive, oui !» répéta mon père après moi, se démenant le cou pour mieux voir. Neuneu se mit à marcher encore plus lentement, portant sans cesse la main à son chapeau pour l'incliner nerveusement vers l'avant ou vers l'arrière sur sa tête. Il s'immobilisa. Mon père le rejoignit et dit
Qu'en penses-tu, Neuneu? Est-ce que tous les endroits se valent? D'après toi, où est-ce qu'on devrait attaquer? Neuneu s'humecta la lèvre inférieure et nous jeta un regard torve, comme s'il avait peur. Qu'est-ce que t'as, Neuneu? Demanda sèchement mon père. Il est à toi cet étang, non? T'en as un de ces airs, comme si on violait une propriété privée. Neuneu baissa les yeux et ôta une fourmi du devant de sa salopette. Mais bon sang, dit mon père en poussant un soupir. Il sortit sa montre. Si t'es toujours d'accord, il nous reste 3/4 d'heure ou 1 heure pour pêcher. Après, il fera noir. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Neuneu le regarda, puis enfonçant les mains dans ses poches, il se tourna vers l'étang. Il se remit à marcher. Mon père me regarda et haussa les épaules. Et nous voilà repartis. Le comportement de Neuneu douchait un peu notre enthousiasme. Mon père cracha 2-3 fois sans se racler la gorge. On découvrait l'étang entier à présent, et l'eau en était toute ridée par les poissons qui montaient à la surface. À peu près toutes les minutes, une perche faisait un saut hors de l'eau et retombait dans une vaste éclaboussure qui traçait des cercles concentriques de plus en plus larges à travers l'étang. À mesure que nous approchions, nous entendions le clic-flac, flac, clic-clac, clac, flac, flac qu'elle faisait en heurtant l'eau. Mince alors, dit mon père entre ses dents. Nous atteignîmes le bord de l'étang, dans un endroit découvert, une plage de gravier de 15 mètres de long. Des joncs qui nous montaient à l'épaule poussaient sur la gauche, mais l'eau était dégagée devant nous. Nous demeurâmes tous trois, côte à côte, un moment, à regarder sauter les poissons vers le milieu. « Baissez-vous, dit mon père, en s'accroupissant gauchement. J'en fis autant, les yeux fixés sur l'eau dans la direction où il regardait. « C'est idiot possible, chuchota-t-il. Un banc de perches passait, 20 ou 30, pas une en dessous de 2 livres. Les poissons obliquèrent. Neuneu était resté debout et les contemplait. Mais quelques minutes plus tard, le même banc revint. Les perches qui le composaient nageaient en rangs serrés dans l'eau sombre, se touchant presque. Je voyais leurs gros yeux ronds qui nous observaient à mesure qu'elles passaient, battant lentement des nageoires, leurs flancs argentés, ondulant à travers l'eau. Elles tournèrent de nouveau, pour la 3e fois, puis s'éloignèrent, suivies de 2 ou 3 retardataires. Ça ne changeait strictement rien, qu'on soit accroupi ou debout. Les poissons n'avaient pas du tout peur de nous. Mon père dit par la suite qu'il avait alors été convaincu que Neuneu venait les nourrir tous les après-midi, parce qu'au lieu de nous fuir, comme fait d'ordinaire le poisson, cela ne cessait pas de s'approcher de plus en plus de la rive. Ça valait le coup d'être vu, disait-il par la suite. Nous demeurâmes ainsi 10 bonnes minutes. Mon père et moi à regarder les perches remonter des profondeurs de l'eau pour passer nonchalamment devant nous. Neuneu était resté debout et se tirait sur les doigts, en lançant des regards autour de l'étang comme s'il attendait quelqu'un. Devant moi, la vue s'étendait jusqu'à l'endroit où le plus haut tas de cailloux s'avançait dans l'étang. Là où il était le plus profond, d'après mon père. Je laissais mon regard errer tout autour de la rive, le bosquet de saules, les bouleaux et en face, à l'autre extrémité, le grand lit de joncs où volaient les merles qui en sortaient et disparaissaient en lançant des trilles aigus de leur chant estival. Le soleil était dans notre dos à présent, agréablement tiède sur ma nuque. Il n'y avait pas de vent. Partout dans l'étang, les perches montaient, respiraient et sautaient carrément hors de l'eau pour retomber sur le flanc quand elles ne filaient pas juste sous la surface, déployant hors de l'eau leurs nageoires dorsales comme un éventail noir. Quand nous nous relevâmes enfin pour lancer nos lignes, je tremblais d'excitation. Je pus à peine décrocher les hameçons de la poignée en liège de ma canne. Neuneu m'agrippa soudain l'épaule de ses gros doigts et je découvris sa figure crispée à quelques centimètres de la mienne. Il donna 2 ou 3 coups de menton en direction de mon père. Il ne voulait qu'un seul pêcheur, mon père. « Mercredi !» dit ce dernier en nous regardant tous les deux. « Nom de Dieu !» Il posa sa canne sur le gravier au bout de quelques instants, il enleva son chapeau, puis le remit et foudroya Neuneu du regard avant de me rejoindre. « Vas-y, Jack, dit-il, tout va bien, vas-y, fiston. » Je regardais Neuneu juste avant de lancer. Sa figure était devenue rigide et un mince filet de bave lui coulait sur le menton. « Il faut ferrer très fort quand ça mordra, dit mon père. Faut bien engager les hameçons, ces saletés-là ont la bouche dure comme une poignée de porte. » Je fis sauter le frein du moulinet, lançai le bras en arrière et projetai le leurre jaune qui cliquetait aussi loin que je pus. Il retomba dans l'eau avec un plouf et un clapotis d'une 12aine de mètres. Avant même que j'aie pu mouliner pour reprendre la ligne, l'eau bouillonna. « Faire » hurla mon père. « Tu le tiens, faire-le, encore !» Je tirais très fort, 2 fois. Je le tenais, c'était vrai. La canne à lancer d'acier se courbait et se redressait follement. Mon père n'arrêtait pas de crier. « Donne-lui du mou, laisse-le filer, donne-lui du mou, Jack. Maintenant rembobine, non, laisse filer. Bon, regarde comme il fonce. » La perche sautait et ressautait ça et là dans l'étang.
À chaque fois qu'elle ressurgissait de l'eau, elle secouait la tête, faisant cliqueter le leurre, et puis elle recommençait à filer. En 10 minutes, je réussis à la ramener sur le flanc, à quelques mètres de la rive. Elle avait l'air énorme, 6 ou 7 livres peut-être, et elle restait sur le côté, fouettant l'eau de la queue, bouche ouverte, branchie palpitant lentement. J'avais une telle faiblesse dans les genoux que j'avais du mal à tenir debout, et j'agrippais fermement ma canne, ligne tendue. Mon père entra dans l'eau jusqu'aux chevilles. Neuneu se mit à crachouiller derrière moi, mais j'avais peur de quitter le poisson des yeux. Mon père continuait de s'en approcher, penché en avant à présent, le bras tendu, essayant de la saisir par les branchies. Neuneu se dressa soudain devant moi et secoua la tête en agitant les mains. Mon père lui lança un regard. « Non mais qu'est-ce qui te prend, espèce de corneau? Ce petit a fait la plus grosse perche que j'ai jamais vue. Il va sûrement pas la relâcher, t'es malade ou quoi ?» Neuneu continuait de secouer la tête, gesticulant vers l'étang. « Pas question que je laisse filer le poisson du petit. Je te conseille de changer d'avis si t'imagines que c'est ce que je vais faire. » Neuneu voulut saisir ma ligne. Entre-temps, la perche avait repris des forces, et s'étant retournée, elle se remit à nager vers le large. Je poussai un cri, et puis je crois que j'ai dû perdre la tête. Abaissant violemment le frein du moulinet, je me mis à rembobiner. La perche fit une dernière tentative forcenée, et le leurre vola au-dessus de nos têtes et s'accrocha à la branche d'un arbre. « Viens, Jack, dit mon père, saisissant sa canne à pêche. Partons d'ici, avant d'être devenu aussi cinglé que ce fils de garce. Viens, qu'il aille au diable. Viens avant que je le mette KO. » Nous nous éloignâmes de l'étang. Mon père claquant des mâchoires dans sa colère. Nous marchions vite. J'avais envie de pleurer, mais ne cessais de déglutir rapidement pour essayer de retenir mes larmes. Mon père trébucha sur une pierre et fit quelques pas à la course pour retrouver l'équilibre. Maudit soit cet enfant de garce, m'amena-t-il. Le soleil était presque couché et la brise s'était levée. Je regardai en arrière par-dessus mon épaule et vis Neuneu toujours au bord de l'étang, sauf qu'il était allé jusqu'au saule. Et le bras autour d'un tronc se penchait au-dessus de l'eau pour regarder. Il avait l'air minuscule et très sombre à côté de l'étang. Mon père se mit à regarder en arrière et s'immobilisa pour se retourner. « Il leur parle, dit-il. Il est en train de leur demander pardon. Il est fou allié, cet enfant de garce. Allez, viens. » En février cette année-là, la rivière déborda. Il avait beaucoup neigé dans toute la région au cours des premières semaines de décembre, puis le temps était devenu très froid juste avant Noël, le sol avait gelé et la neige avait tenu. Vers la fin janvier, le chinook se mit à souffler. En me réveillant un matin, j'entendis le vent gifler la maison et le bruit régulier de l'eau coulant du toit. Le chinook souffla pendant 5 jours et la 3e rivière commença à enfler. « Elle en est à 5 mètres, dit mon père un soir, levant les yeux de son journal. 1 mètre au-dessus du niveau de crue. Ce pauvre Neuneu va perdre ses poissons. » Je voulus descendre au pont de Moxie, voir jusqu'où l'eau montait, mais mon père secoua la tête. Une inondation, c'est pas un spectacle, j'en ai vu assez comme ça. 2 jours plus tard, la crue culmina, après quoi l'eau commença à se retirer lentement. Une semaine encore après, un samedi matin, avec Orrin Marshall et Danny Owens, je fis à bicyclette les 8 ou 10 kilomètres jusque chez Neuneu. Un peu avant d'y arriver, nous rangeâmes les bicyclettes sur le bas-côté et poursuivîmes à pied par la prairie qui bordait la propriété de Neuneu. C'était une journée humide et tourmentée. Les nuages noirs et déchiquetés filaient en travers du ciel gris. Le sol était détrempé et nous rencontrions sans cesse de grandes flaques dans l'herbe épaisse qu'il nous fallait traverser en pataugeant faute de pouvoir les contourner. Danny commençait tout juste d'apprendre à jurer et emplissait l'air d'un torrent de grossièreté chaque fois qu'il s'enfonçait au-dessus des chaussures. Nous apercevions la rivière en crue au bout de la prairie, ses eaux encore hautes et répandues hors de leur lit, roulant autour des troncs d'arbres et grignotant le rebord des terres. Plus loin, vers le milieu, le courant était puissant et rapide, et de temps à autre passait un buisson à la dérive ou un arbre dont les branches sortaient de l'eau. Nous arrivâmes à la clôture des terres de Neuneu et y vîmes une vache coincée contre les barbelés. Elle était gonflée comme un ballon, la peau grise et lisse. Aucun de nous 3 n'avait encore vu de cadavre d'une taille conséquente. C'était le premier. Orrin prit un bâton et toucha les yeux ouverts et gélatineux, puis soulevant la queue, il toucha encore çà et là du bout de son bâton. Nous longeâmes la clôture en direction de la rivière. Nous avions peur de toucher le fil parce que nous pensions qu'il risquait d'être encore sous tension et de nous électrocuter. Mais au bord de ce qui ressemblait à un profond canal, la clôture se terminait brusquement. À cet instant, à cet endroit, le sol s'était tout simplement effondré dans l'eau et l'avait entraîné dans sa chute. Pénétrant chez Neuneu, nous longeâmes le canal au flot rapide qui traversait ces terres et se dirigeait droit vers son étang. En nous approchant, nous vîmes que le canal s'était enfoncé sur toute la longueur de l'étang et s'était ouvert en déversoir à l'autre extrémité, après quoi, ayant serpenté sur 300 ou 400 mètres, il rejoignait la rivière. L'étang lui-même avait à présent l'aspect d'une portion de la rivière, large et turbulente.
Il n'était pas douteux que la plupart des poissons de Neuneu avaient été emportés et que ceux qui restaient peut-être seraient libres d'aller et venir à leur guise quand le niveau de l'eau baisserait. Puis j'aperçus Neuneu. Ça m'effraya de le voir. Je fis signe aux copains et nous nous baissâmes tous les trois. Il était à l'autre extrémité de l'étang, près de l'endroit où l'eau en sortait tumultueusement, regardant dans les rapides. Au bout d'un moment, il leva les yeux et nous vit. Pris d'une panique soudaine, nous nous enfuîmes d'où nous étions venus, courant comme des lapins effarouchés. Je ne peux pas m'empêcher de le plaindre, le pauvre vieux Neuneu tout de même, dit mon père, un soir au dîner, quelques semaines plus tard. Tout vire au cauchemar pour lui. Il n'y a pas de doute, il peut s'en prendre qu'à lui-même, mais on ne peut pas s'empêcher de le plaindre malgré tout. Mon père poursuivit en disant que George Laycock avait vu la femme de Neuneu au Sportsman Club, assise avec un Mexicain balèze le vendredi soir. Et c'est pas tout. Ma mère leva brusquement les yeux sur lui, puis sur moi, mais je continuais à manger comme si je n'avais rien entendu. Mais nom d'un chien, Béa, ce petit est assez grand pour connaître les choses de la vie. En tout cas, reprit-il après un silence sans s'adresser à personne en particulier, ce ne sera pas étonnant que ça barde de ce côté-là. Il avait beaucoup changé, le Neuneu, beaucoup. Il n'approchait plus aucun de ses collègues de travail à présent, s'il pouvait l'éviter. Il ne faisait pas la pause au même moment qu'eux et ne prenait plus jamais son déjeuner avec eux. Et personne non plus n'avait envie de plaisanter avec lui depuis qu'il avait poursuivi Carlo en brandissant un basting après que ce dernier ait fait tomber son chapeau. Il manquait le travail un jour ou deux par semaine et on commençait à parler de son renvoi. Il est en train de déménager, sérieusement, dit mon père. Il sera bon à enfermer s'il ne fait pas gaffe. Puis un dimanche après-midi, en mai, juste avant mon anniversaire, j'aidais mon père à nettoyer le garage. C'était une journée chaude et calme et la poussière restait suspendue dans l'air. Ma mère vint à la porte du fond pour dire « Del, téléphone pour toi, je crois que c'est Verne. » Je le suivis dans la maison pour me laver et l'entendis dire dans l'appareil « Verne, comment va ?»« Quoi ? Me dis pas que... »« Oh non, Verne, c'est pas vrai, merde. »« Très bien. Oui, au revoir. » Il reposa le combiné et se tourna vers nous. Il était pâle et il s'appuya d'une main sur la table. « Mauvaise nouvelle, c'est Neuneu. Il s'est noyé hier soir et il a tué sa femme avec un marteau. Verne vient de l'entendre à la radio. » On y alla 1 heure plus tard. Il y avait des voitures garées devant la maison, et entre la maison et le pré, 2 ou 3 gars du bureau du shérif, une de la police de la route et quelques autres. La barrière du pré était ouverte et je vis des marques de pneus en direction de l'étang. Un carton maintenait ouverte la porte moustiquaire, et un type mince au visage grêle, en pantalon de toile et chemise fantaisie, avec un étui à revolver en bandoulière, se tenait sur le seuil. Il nous observa pendant que nous descendions du break. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda mon père. Le bonhomme secoua la tête. « Vous lirez ça dans le journal demain soir. »« Est-ce qu'ils l'ont retrouvé ?»« Pas encore, il continue à draguer. »« On peut descendre jusque-là, je le connaissais plutôt bien. »« Ouais, ça m'est égal, c'est en bas que vous risquez de vous faire virer, j'en sais rien. »« Tu restes ici, Jacques ?» demanda mon père. « Non, je crois que j'aime mieux venir. » Il traversa à pied la prairie, suivant les traces de pneus, empruntant à peu de choses près le même itinéraire que l'été précédent. À mesure que nous approchions, nous entendions les canots à moteur et distinguions les lambeaux grisâtres de fumée d'échappement suspendus au-dessus de l'étang. Il n'y avait plus qu'un filet d'eau qui entrait dans l'étang et en ressortait désormais. Cependant, on voyait encore les dégâts qu'avaient causés les hautes eaux en arrachant le sol et en emportant des quartiers de rocs et des arbres. 2 petits bateaux, avec chacun 2 hommes en uniforme à bord, allaient et venaient lentement sur les eaux. L'un des 2 dirigeait l'avant et l'autre, assis à l'arrière, manipulait la corde du grappin. Une ambulance était rangée sur la plage de gravier où nous avions pêché ce jour-là, qui me semblait si lointain. Et 2 ambulanciers blancs, en blanc, prenaient le frais derrière le véhicule en fumant une cigarette. La portière de la voiture du shérif, garée à quelques mètres de l'ambulance, était ouverte et j'entendais une grosse voix crépitante sortant du haut-parleur. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda mon père à l'adjoint, qui se tenait près de l'eau, les mains sur les hanches, observant un des canots. « Je le connaissais plutôt bien, ajouta-t-il. C'est un collègue de travail. »« Meurtre et suicide, apparemment, dit l'adjoint, ôtant de sa bouche un cigare qu'il n'avait pas allumé. Il nous considéra de la tête aux pieds, puis se remit à observer le canot. « Comment c'est arrivé » s'entêta mon père. L'adjoint passa les doigts sous sa ceinture, déplaça le gros revolver pour qu'il repose un peu plus confortablement sur sa large hanche. Cette fois, il parla du coin de la bouche sans ôter son cigare. Il a sorti sa femme d'un bar hier soir et l'a battue à mort dans la camionnette avec un marteau. Il y a des témoins. Après, c'est comment son nom déjà ? Il est venu jusqu'à l'étang, là, ici, avec la bonne femme, tout dans la camionnette. Puis voilà, il a piqué une tête. Pas ordinaire. Je me demande s'il devait savoir nager, je pense, mais j'en sais rien.
Sauf qu'on dit que c'est dur pour un type de se noyer et de renoncer et de se noyer sans lutter s'il sait nager. Un nommé Gary Garcia les avait suivis. Il courait après la femme, à ce qu'on m'a dit. Mais il prétend qu'il a vu le type sauter du haut de ce tas de cailloux et qu'après il a trouvé la femme dans la camionnette morte. Il cracha. Ça fait les micmacs, non? Un des moteurs se tut soudain. Nous levâmes tous les yeux. À l'arrière d'un des canots, l'homme s'était dressé et se mit à tirer la corde. Espérons qu'ils l'ont trouvé, dit l'adjoint. J'aimerais bien rentrer chez moi. Au bout d'une minute ou deux, je vis un bras émerger de l'eau. Le grappin avait manifestement accroché le noyé par le flanc ou dans le dos. Le bras fut englouti une minute plus tard, puis réapparut, en même temps qu'un ballot informe, on ne sait quoi. C'est pas lui, me dis-je l'espace d'un instant. C'est autre chose qui trempe dans l'étang depuis des mois. Celui qui était à l'avant du canot rejoignit l'autre à l'arrière et ensemble, ils hissèrent le ballot tout dégoûtant le long de la coque. Je regardais mon père qui s'était détourné, les lèvres tremblantes. Son visage s'était creusé de rire, de rides et figé. Il avait l'air pluvieux, soudain, et terrifié. Il se tourna vers moi et dit « les femmes, voilà ce qu'on risque à tomber sur une mauvaise femme, Jack. » Mais il bégayait et remuait gauchement les pieds gênés, et je ne pense pas qu'il croyait vraiment ce qu'il disait. Il ne savait pas quoi dire d'autre sur le moment. Je ne suis pas sûr de ce qu'il croyait. Je sais seulement qu'il était effrayé par cette vision, comme je l'étais moi-même. Mais il me semble que la vie devint plus difficile pour lui par la suite, qu'il ne fut plus jamais capable de se montrer heureux et insouciant. Pas comme avant, en tout cas. Quant à moi, je savais que je n'oublierais pas la vision de ce bras émergeant de l'eau, comme une espèce de signe mystérieux et terrible. Il sembla annoncer les malheurs qui allaient accabler notre famille dans les années qui suivirent. Mais j'étais impressionnable pendant cette période de 12 à 20 ans. Maintenant que je suis plus vieux, aussi vieux que mon père l'était à l'époque, maintenant que j'ai un peu vécu dans le monde, un peu roulé ma bosse, comme on dit, je sais exactement ce qu'était ce bras. Celui d'un noyé, ni plus ni moins. J'en ai vu d'autres. Rentrons chez nous, dit mon père. À demain.